Très bien. En tout cas, merci encore. Je sais pas, est-ce qu'on enchaîne les questions? Oui. Très bien. Alors, qui se lance? Ah, on se présente et on lance la question. C'est comment? Mokhtar Fall. Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour. Bonjour à toute l'Assemblée. Juste une petite question pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Pour qu'on accepte juste qu'un homme ou une femme issue de la diversité puisse être médiocre, est-ce qu'il ne faudrait pas passer par le fait que nous commencions à penser non en tant qu'homme noir ou femme noire, mais juste en tant qu'homme ou femme? Oui, je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, et je suis convaincu que le réflexe communautariste n'est pas forcément un bon réflexe. La discrimination positive, il y a des militants pour cette espèce de dogme. Moi, je n'en suis pas forcément un. Je suis plutôt pour la République de la méritocratie, le mérite. Et en matière de mérite, je pense que si on considère aujourd'hui les ressortissants de la diversité, beaucoup parmi eux ont cette qualification. Et à ces gens qui m'ont posé la question, je répondais très souvent la chose suivante, je leur disais, alors montrez-moi dans un gouvernement européen ou dans le gouvernement français en particulier, un ressortissant de la diversité qui soit titulaire d'un poste de ministre, un poste régalien. Il n'y en a pas. Il y a un peu de saupoudrage, un peu de ramayat ici, un peu de dati, un peu de famara, et puis hop, on nous parle d'ouverture et de diversité. Mais il n'y a pas, à vrai dire, de titulaire d'un poste de ministre régalien. Il n'y en a pas. Première chose. Deuxième chose, est-ce que, je répondais toujours, au sein de l'armée française, voit-on aujourd'hui des responsables de corps importants? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des ressortissants de la diversité qui, aujourd'hui, occupent des postes, en tout cas le poste de responsabilité numéro 1 d'une société du CAC 40? À ma connaissance, il n'y en a pas. Il a fallu que Tidjane Thiam parte en Angleterre pour avoir droit de diriger une société du CAC 40, et à partir de ce moment-là, dans la presse française, on a commencé à parler du franco-ivoirien. Jusque-là, c'était un Ivoirien. Puis il est devenu un franco-ivoirien. Alors, ce que la société fermait de manière hermétique, les portes qu'elle fermait de manière hermétique, mais le football ne faisait que la même chose. Il faut savoir que quand on considère la proportion de footballeurs noirs qui constituent les effectifs des clubs de football professionnels, on devrait, à l'heure de constituer des staffs ou des équipes dirigeantes, en trouver un grand nombre. Or, il n'y en a pas. L'autre question qu'on me posait était, alors pourquoi on les prend comme joueurs? Parce que les clubs sont comme des États, ils n'ont que des intérêts. Un club qui ignorerait Zidane, qui ignorerait Desailly, qui ignorerait Thuram, ne gagnerait absolument rien. Là, le mode de sélection est brutal, il est direct et le résultat est patent. Mais au sein des équipes dirigeantes, il y a beaucoup plus de subtilité. Comment peut-on apprécier de manière objective qu'un tel serait un bien meilleur dirigeant qu'un autre? C'est très subtil, ce sont des critères, je dirais, sur lesquels on s'appuie et qui ne reposent sur rien de concret. Par contre, le footballeur, oui, on voit tout de suite que Zidane, c'est le plus fort. On voit tout de suite que Desailly, c'est le plus fort. Donc, je pense que, pour répondre, même en dépit de la digression, pour répondre, je dirais qu'il faille simplement pour nous de ne pas toujours d'essayer d'oublier ce qui est la couleur de notre peau ou de notre origine, pour essayer d'imposer en tout cas notre savoir-faire et nos valeurs. Merci. Lorsque vous étiez président de l'OM, comment l'actionnaire avait défini le rôle du président et celui du conseil de surveillance? Et vous-même, comment définissez-vous votre rôle de président et celui du conseil de surveillance? Et la deuxième, vous disiez vous-même qu'à l'OM, d'un œuf, on en fait un bœuf. Donc, comment vous faisiez pour faire face aux rumeurs
qui a été colporté par la presse ou des fois au sein même du club. Comment réagissez-vous à l'époque face à cette situation? Et la première question, comment était en fait organisé le travail au sein de l'OM entre le président que j'étais et le conseil d'administration, le conseil de surveillance? C'était plus ou moins simple. Le rôle de président tel que je l'ai pratiqué était une perception personnelle de moi. J'ai pensé que la responsabilité de diriger le club m'incombait, et à ce titre-là, j'ai dirigé le club comme j'ai pensé devoir le diriger, avec ce devoir, évidemment, périodique, de rendre compte à l'actionnaire principal de l'action que je menais. C'est ainsi que lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions d'ordre stratégique, le minimum de correction de ma part était effectivement de l'appeler, d'en parler avec lui et d'obtenir son approbation, ou en tout cas de noter ses réserves. Disons que les choses ont marché très bien ainsi jusqu'au moment où, à un moment donné, il y a eu des divergences plus importantes qui ont apparu entre certains membres du conseil de surveillance et moi-même. À partir de ce moment-là, ça devenait plus difficile. Les décisions que je prenais étaient parfois discutées et plus ou moins refusées. Bien que, bon, dans des cas comme ça, j'ai quand même toujours eu à faire comme j'entendais, mais ça mettait un peu une sorte d'incompréhension entre l'actionnaire et moi-même.